Crois-tu un seul instant que le DRH va lire sans entretien? Le garant du droit du travail, c'est le DRH. Oui, ils ont peur. Mais oui, bien sûr. Ah ouais, fou. Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Attention. Warning ici. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau numéro de Dixit. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Merci de nous suivre toujours plus nombreux. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. D'ailleurs, à celles et ceux qui restent sans abonnement, mais pourquoi? Première question. Allez vite vous abonner à nos publications, ce qui vous permettra d'avoir de l'actu fraîche. Aujourd'hui, un sujet extrêmement intéressant. Vous allez voir, on va parler de RH et plus particulièrement de digitalisation des RH. Alors me direz-vous, pour tout cela, il faut bien entendu de la technologie, mais si l'humain était la vraie clé de voûte de tout ça? Pour en parler, Loïc Clerc, directeur de projet chez SIRH HR Maps. Bonjour Loïc, sois le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup. Enchanté d'être avec toi. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle tous, les RH et la digitalisation des RH. Avant d'ouvrir cette page avec toi, est-ce que pour nos amis qui ne te connaîtraient pas encore, tu pourrais nous expliquer comment tu as traversé la vie jusqu'à venir aujourd'hui sur ce plateau? D'accord. Loïc, 52 ans. Ouais, même team alors, même équipe. Ah, voilà, quelques poils blancs, donc du coup, au passage. Ouais. Psychologue de formation. Ouais. Ce qu'on appelle un psychologue défroqué. Vas-y, raconte. Mais je vais expliquer ce qu'est un psychologue défroqué. C'est un psychologue qui va vers l'entreprise. Donc, j'ai une formation de psychosocial. D'accord. Sociologie des entreprises, les organisations. Et puis, j'ai tout de suite dérivé sur le RH. D'accord. Voilà, donc j'ai fait du recrutement. On commence en recrutement, les psychologues, les tests, enfin tout ce qu'on... J'adore. Voilà, pour démarrer une carrière. Et puis après, j'ai été complètement à l'inverse. J'ai été dans les PSE, plans sociaux, donc pour accompagner les personnes qui sortaient de l'entreprise. Ok. Donc, au bout d'un moment dans ma carrière, j'avais fait les entrants. T'as fait les sortants? J'ai fait malheureusement les sortants. Je me D'accord. suis dit, je vais m'intéresser à l'entreprise et à ses processus internes pendant que les gens sont dans l'entreprise. Et donc, j'accompagne depuis 2007 maintenant les entreprises sur tout ce qui est optimisation des processus RH. Optimisation des processus. Première question. Comment vont nos salariés français en 2026? Pas totalement bien, Pas totalement bien. mais il y a de l'espoir. On va le dire comme ça. Ouais. En fait, les salariés aujourd'hui il y a une dichotomie qui se passe entre tout ce qu'on écoute, la pression. Ouais. On parle de climat social, on parle de QVCT. Enfin, il y a plein de On en parle termes beaucoup. partout. Voilà. Et il y a un mot-clé, c'est la santé au travail. Ouais. Donc, en fait, à partir du moment où on se pose la question si on est en bonne santé au travail, du coup, on arrive dans le tamalou et on cherche éventuellement. Et on cherche un problème. Ouais. Je trouve qu'il y a une mode qui fait qu'à un moment donné, le salarié s'interroge sur les bonnes conditions. Est-ce que je suis dans le bon endroit? Et donc, forcément, ça génère des interrogations, alors que il suffit aussi de regarder à côté, faire un petit peu comparer par rapport. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, c'est toujours intéressant aussi de pouvoir prendre un peu de recul. Donc, HR Maps. Dans cette émission, on commence toujours les émissions de la même manière. C'est le fameux pitch elevator, c'est-à-dire très peu de temps. Quelques secondes, 15 secondes, 20 secondes max, pour nous pitcher cette boîte, son enjeu, sa promesse. Allez, 3, 2, 1, stop! Alors, HRMAP est une entreprise qui est née en 2014. Maintenant, alors c'est un outil de digitalisation qui va aider l'entreprise à accompagner le salarié de son arrivée jusqu'à la fin de sa carrière avec tout ce qui est entretien, accompagnement, développement personnel. Voilà, c'est un outil qui se veut humain, obligatoirement, qui se veut au service des RH, mais surtout aussi au service des collaborateurs et des managers. J'ai pigé, brillamment résumé. On est monté avec toi jusqu'au 3e étage, mais c'est pas mal. Je voudrais qu'on revienne sur le début, la genèse du truc, c'est-à-dire que tu es psychologue, donc tu fais des études de psychologie. Est-ce que quand tu fais ces études, tu te dis que tu vas vriller là-dessus ou pas du tout à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. Le projet initial, c'est quoi? C'est d'être psy? On va dire les projets initiaux parce qu'on en change 4-5 fois. Je savais que j'allais travailler dans le monde du travail, enfin dans le monde du salarié. Du salariat. Tu savais quand même que c'était ça. Je savais que j'allais faire de la psychologie autour du travail. Bon. Voilà, ça c'était figé. Par contre, j'étais à des lustres, parce que ça remonte un peu loin maintenant. Ouais. On ne parlait même pas de SIRH quand j'ai terminé ma formation. Donc, mon objectif, c'était d'accompagner le collaborateur. Alors, redis juste pour les gens qui nous regardent, SIRH. Système d'information ressources humaines.
système d'information aux ressources humaines. À quel moment tu as compris que les deux allaient être liés, c'est-à-dire psychologie et digitalisation des systèmes RH? Tu l'as compris vite dans ta carrière? Assez vite. Assez vite. Assez vite. On va dire au bout d'une dizaine d'années, en fait, j'ai réussi à un moment donné à faire une espèce de clivage entre l'ingénierie pure, l'informatique, la techno, et puis la personne au travail. Comment on accompagne, comment déjà on accueille un collaborateur le mieux possible, et comment on va l'accompagner, lui montrer qu'il est important parce qu'on met un système autour de son travail pour le développer, pour lui faire acquérir des compétences, pour éventuellement le faire progresser dans c'est la gestion de carrière dans l'entreprise. C'est de la gestion des carrières, des talents, enfin tout ce qu'on trouve en termes de mots aujourd'hui. Donc tu pars, si je comprends bien, de l'onboarding du collaborateur, son arrivée, qui est un événement dans la vie d'une entreprise. Un salarié arrive, c'est un événement. Et comment il va pousser? Qu'est-ce qu'on a prévu pour lui? Comment on va l'aider et à tous les moments, le salarié ou le collaborateur va pouvoir questionner cette boîte, enfin, cet outil-là. Et il en est même l'acteur. Il en est l'acteur. Hein, il en est en fait la matière première dans le bon sens du terme. Oui, bien sûr. Hein, donc, oui, bien sûr, parce qu'il va s'approprier le logiciel. C'est-à-dire qu'il a un profil dans le logiciel, il va avoir son historique de formation, il va avoir ses entretiens, il va avoir son plan de mobilité, il va avoir tout le plan d'action le concernant. C'est quelque part un peu rassurant. À partir du moment où il a l'accès et qu'il a une facilité quand même à aller sur un système informatique, parce que ce qui n'est pas le cas. C'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Bien sûr, il a accès à son monde à lui, alors son monde professionnel. Voilà. Donc, il peut interagir sur cet outil, il peut faire des demandes spécifiques sur cet outil, il peut éventuellement déclarer ses souhaits de formation dans cet outil dans un catalogue digitalisé, par exemple. Génial. Donc, en fait, s'il veut vraiment être acteur de sa carrière, alors encore une fois, on ne dit pas oui à tout. Hein. Parce que voilà, les gens ont des souhaits, tout n'est pas possible dans l'entreprise, mais néanmoins, en fait, c'est extrêmement intéressant pour un collaborateur, peut-être il y a 4-5 ans, lors d'un entretien, d'avoir dit aujourd'hui, je suis opérateur et je voudrais être chef d'équipe, que le jour où le poste de chef d'équipe se libère, on vienne le voir en disant, dis donc, il y a 4 ans, tu avais mis le souhait, est-ce que c'est toujours d'actualité? Génial, oui, bien sûr. Vous faites que ça. Ça suffit amplement, on parle d'expérience collaborateur. C'est super. Voilà. C'est quelque part se sentir un peu considéré de façon différente, de façon humaine. Ressources humaines. Quand tu arrives dans une entreprise, et que tu dis, voilà, moi je fais ça, je vous propose ça. Est-ce que tu as encore des hésitations? Alors, j'enlève le côté tarifaire, hein. J'enlève le prix. Juste c'est trop neuf, c'est trop nouveau, je ne suis pas prêt à... Qu'est-ce qui heurte encore? Est-ce qu'il y a encore des frictions? Ce n'est pas l'outil, ce n'est pas la digitalisation qui veut heurter. Ok. En fait, c'est la relation que l'acheteur, alors on peut dire le DRH, ça peut être un patron d'entreprise, peu importe, que je rencontre, c'est la valeur qu'il accorde aux ressources humaines dans l'entreprise. Ah waouh, ouais, c'est un autre sujet, d'accord, ok. Donc ça va plus loin. C'est-à-dire que c'est politique presque. Si les ressources humaines ne sont pas des choses prioritaires considérées dans sa boîte, il ne faut pas se leurrer. D'une part, il n'aura pas les processus, qu'ils soient digitalisés ou pas, peu importe. Mais on arrive, nous, avec notre bel outil, ça veut dire que de toute façon, il n'a pas envie de mettre en œuvre. Sujet, c'est pas sa priorité. Voilà, c'est pas l'investissement. Alors attends, justement, ça m'amène à une autre question. À l'heure où on se parle, en 2026, on sait très bien que, vu le contexte géopolitique actuel, vu le bazar ambiant de la politique générale, vu tous ces trucs-là, en ce moment, nos copains qui nous regardent, c'est-à-dire les entrepreneurs français, ils sont au 4e dessous, ils n'en peuvent plus, ils tirent la langue dans tous les sens et ils tirent des sonnettes d'alarme dans tous les sens. Bon, on sait très bien que, par exemple, parmi les premiers budgets qui sautent, la communication, les choses comme ça, ce n'est pas essentiel, ce n'est pas vital. Est-ce que les RH font aujourd'hui partie du triangle d'or des choses qu'on conserve à tout prix dans une entreprise, même en situation délicate comme on fait aujourd'hui? Oui. Ça reste un pilier. Oui, ça reste un pilier. Même si, encore une fois, ce n'est pas une priorité et que ce n'est pas la valeur première qu'on entend tout de suite qu'on veut mettre en œuvre, on sait très bien, de toute façon, si on veut garder ses collaborateurs, si on veut en attirer, si jamais on est en croissance, obligatoirement, et si on va avoir du ROI sur les processus qui sont parfois chronophages et lourds, c'est clair. Forcément, on va poser la question à son DRH éventuellement, ou on discute avec le DRH, et on se dit, où sont les gains? Où sont les gains sur les processus? Et il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est le réglementaire aujourd'hui. Il y a énormément de réglementaires, on sait que le droit du travail, c'est quand même, on a une belle couche, et puis on en remet chaque année. On en remet, voilà, donc là-dessus. Et en fait, le garant
du droit du travail, c'est le DRH. S'il n'a pas un système digital qui lui permet d'avoir toutes les alertes réglementaires sur la réalisation des entretiens à bonne fréquence et ainsi de suite, eh bien, c'est un chèque derrière. C'est coûteux pour l'entreprise. Ça peut coûter très cher. Voilà. Donc, en fait, il faut éviter des dépenses liées éventuellement à du réglementaire. Donc, si le DRH est vraiment le garant de ce genre de choses, on va lui donner les moyens pour ça. Le DRH est souvent, oui, un peu avec le DAF. Ce sont quand même des cerbères de boîtes. Ils sont souvent piliers quand même. Oui. C'est une bonne nouvelle pour toi. Pas tout le temps intégré à la stratégie d'entreprise et au CODIR. Ce qui peut être regrettable encore dans certaines entreprises où malheureusement le DRH ne siège pas et n'est pas en amont de toute réflexion stratégique. Ce qui devrait être le cas, tu as raison. Alors que l'humain, en fait, on parlera de conduite de changement, je pense, ensemble. Et bien ça s'anticipe, ça se réfléchit. C'est clair. Donc, et en général, malheureusement encore, je constate des environnements où le DRH subit en fait une stratégie d'entreprise et puis il sort les rames, forcément. C'est une phrase que je dis souvent dans cette émission, qui résume assez bien cette pensée, c'est « il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ». Oui. Tu vois, c'est... J'adhère. T'adhères. Est-ce que, quand tu as créé, quand tu es à la tête de ça, est-ce que tu as remis en cause ta méthodologie, toi ? Oui, parce qu'en fait, quand on crée ou quand on met en place un SIRH, déjà on le développe, en fait, on est en recherche appliquée en RH, ce que je dis souvent. C'est-à-dire qu'en fait, on pense énormément les process, les fonctionnalités, on fait du super RH. Sauf que quand tu arrives en entreprise, tu te heurtes au quotidien. La super réalité. Et là, tu as des super fonctionnalités que j'appellerais une machine de guerre éventuellement que tu as créée. Tu es particulièrement fier de ton outil là-dessus. Et tu arrives et tu dis, mais attendez, moi, j'ai besoin de 40-50% de ce que vous avez créé. Je vais utiliser rien du tout par rapport à ce qu'il y a. Et donc, en fait, à un moment donné, on freine et en se disant, OK, on va calmer l'innovation. Est-ce qu'on ne va pas être très, très, très performant sur vraiment les trucs dont ils ont vraiment besoin ? Exactement. En fait, il faut stabiliser les bases. J'ai compris. Voilà. Les choses, les processus de base. Voilà. Et après, on pourra innover. Mais en fait, on s'aperçoit que le RH, en fait, il y a une maturation au fur et à mesure. Et en fait, quand on parle de politique des talents, de people review, c'est des grands termes, ça. Et bien, avant d'arriver à mettre en place une people review, eh bien, il faut une maturité RH extrêmement forte. Et ce qui est intéressant pour les SIRH, et je vais le rajouter après, je m'arrête parce que je parle beaucoup. Non, mais c'est bien. Le SIRH, en fait, c'est que le SIRH va accompagner la maturation du DRH et des ressources humaines. On s'aperçoit que la première année, on fait les basiques. La deuxième année, on commence à pousser certaines fonctionnalités. Et la troisième année, on va parler de plan de mobilité, de plan de succession. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une montée en puissance. C'est compris. Ce qui est là passionnant. C'est compris. Qui sont tes clients ? En dessous de 100 personnes, une entreprise de 100 personnes, digitaliser ses processus RH. On a un logiciel de paye. À la rigueur, on a un logiciel de gestion des temps. Ça suffit amplement. D'accord. Et ça se gère parce qu'on est dans une proximité entre le RH, s'il y a un RH, et les collaborateurs. D'accord. Donc, en dessous de 100, pas obligatoirement légitime. Au-dessus de 100, on est encore en PME. Et on peut aller maintenant jusqu'à 8000, 9000 personnes sans aucun problème en taille. Ça ne pose aucun souci. Et on adapte. C'est quand même assez large. Oui, parce qu'en fait, on fait des offres, on a des éditions, des offres spécifiques. On a une offre spéciale PME qui porte sur le réglementaire. Je sais que c'est pas très gracieux de parler de ça, mais puisque c'est moi, j'ai le droit. Ça vaut quoi, un truc comme à peu près ? À l'année, les grandes largeurs, ça c'est pas forcément le prix. On est entre 3 000 à l'année et on peut monter jusqu'à 15 000 quand on est une grosse entreprise. Ouais, donc c'est pas, alors même si les temps sont durs et tout ça, mais c'est pas un truc extrêmement bloquant. C'est un prix qui est... Non. Tu avais pensé à ce prix-là en abordant le marché, en se disant oui, il ne faut pas que ça soit un frein. Bien sûr. Ce qui peut être un frein éventuellement, c'est le temps de déploiement. C'est-à-dire ce que ça coûte en termes de prestations de déploiement. Là aussi, il faut qu'il réfléchisse parce qu'il faut le mettre en avant. Oui, il ne s'agit pas de l'acheter, il ne s'agit pas de le truc. Exactement, on n'appuie pas sur un bouton. Ouais, c'est clair. Et puis, on le disait tout à l'heure, ça fait partie d'une... Il faut qu'il y ait une vraie impulsion du chef d'entreprise ou en tout cas du RH pour dire là maintenant, ça devient important. Tout à fait. Il faut que nous, on soit capable de faire du sur-mesure par rapport à leur culture, à leur historique, par rapport à leur process, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que tu adaptes même l'outil. Bien sûr. Ah ouais, fou. Bien sûr. Notre force, alors, est importante là-dessus, c'est que moi, je suis à l'écoute des RH. Ouais. Il ne s'agit pas... En fait, c'est des plaques tectoniques qui se rencontrent, c'est les habitudes et les process et un outil digital. Est-ce que c'est l'outil qui va casser les process en disant « Moi, je fonctionne comme ça, avec mon outil comme ça, donc je vous l'impose »
Ou alors c'est le client qui dit, moi ça fait 20 ans que je fonctionne comme ça, il faut que l'outil s'adapte à moi. Il n'y a pas de bonne solution, c'est les deux qui se rejoignent. Donc on co-construit, on paramètre. Donc ça veut dire que tu as des équipes qui écoutent quand même. Bien sûr. Et la première chose que l'on fait, c'est montrez-moi vos processus, expliquez-moi comment vous fonctionnez, expliquez-moi les difficultés que vous avez. Quand tu rencontres un nouveau client, c'est quoi la première étape? C'est une certaine forme d'audit? Alors, normalement, un client, quand il achète un SIRH, il a fait un cahier des charges. Ouais, ok. Il a élaboré son propre cahier des charges. Dans le meilleur des mondes, parce que beaucoup ne le font pas, mais bon, voilà. Il fait son cahier des charges et à partir de là, il fait la tournée des popotes, tout simplement. Et puis après, on voit si on répond à son cahier des charges. Mais quand bien même on a un cahier des charges qu'il a signé avec nous, dès qu'on attaque une fonctionnalité, en disant comment vous gérez votre plan de formation, par exemple, eh bien, je passe une demi-journée avec le client en disant expliquez-moi étape par étape comment vous fonctionnez jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi ce que vous voulez garder, parce que c'est dans votre ADN, il ne faut surtout pas y toucher. Ou ça sera trop heurtant pour la boîte. Trop changeant, enfin voilà. Et puis dites-moi là où ça coince, là où vous perdez du temps, là où vos équipes n'adhèrent pas, par exemple aussi. Et à partir du moment où on a tout ça, eh bien, en fait, on reconstruit un petit peu le processus, on le modifie et on met l'outil en face SIRH. Donc en fait, on n'est pas en train d'imposer une façon d'être et d'avancer à un DRH. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai compris, tu t'adaptes. Et puis, le plus sympa du boulot, c'est ça. Non, oui, c'est exaltant de pouvoir modifier, de modeler ton truc. Et que ton client soit heureux parce que ça colle parfaitement. Et du coup, comme ça colle, ça fait partie ça devient l'ADN de sa boîte. Et du coup, il n'y a plus de friction au changement. Ouais. En tout cas, moins de friction au changement. Quand on est psychologue, comme c'est ton cas, en quoi ça nous aide précisément pour piloter un SIRH? Voilà, j'ai rajouté parce qu'on tourne sur le mot psychologue, c'est un titre. Un psychologue qui a travaillé dans l'accompagnement des entreprises, en quoi ça aide aujourd'hui? Allez, vas-y, ça me va. Je vais dire comme ça. Parce qu'en fait, le psycho, quand il accompagne le collaborateur, il l'accompagne sur les questions qu'il se pose, sur les risques qu'il prend, sur les attentes qu'il a. J'ai accompagné les bilans de compétences et ainsi de suite, les gens qui s'interrogeaient sur leur carrière, enfin. Ouais. J'ai accompagné les managers sur leur posture managériale et les difficultés qu'ils rencontrent. Donc, une fois qu'on a tout ce background, avec le DRH, alors très souvent, quand on déploie l'outil avec le DRH, on s'éclate comme des petits fous. Tu m'étonnes. Pourquoi? Parce que moi, je parle RH, lui, il adore le RH. Donc, on s'éclate, on fait super process et ainsi de suite. Ouais. Et en fait, à chaque fois, on se dit, attendez, l'utilisateur final, le collaborateur et le manager, en quoi ça va servir son quotidien? Si ça ne sert pas son quotidien, ça n'est qu'un joujou pour le RH. D'accord? Et donc, c'est pas efficient. Et en fait, c'est une petite mort. Parce que donc c'est mort annoncé à court terme. Mais oui, parce que les gens ne vont pas adhérer, le marketing interne sera raté. Oui, c'est ce qu'on dit, les gens ne vont pas l'utiliser. Profonde politique. Donc c'est fini. Donc en fait, le psycho, c'est simplement le psycho ou l'accompagnement, c'est de dire attendez, si vous mettez ça en place, vos collaborateurs ne vont pas adhérer. Ils attendent ça. Et très souvent, ça m'arrive même d'aller interroger les managers, d'un petit échantillon de managers au-delà du RH et un petit échantillon de salariés et dire vos entretiens, vous attendez quoi de vos entretiens, vos entretiens professionnels? Non, mais c'est capital aujourd'hui dans les entreprises. Et une fois qu'on a ça, on a le cahier des charges des terrains. Bon, tu vas consulter l'équipe commerciale, l'équipe marketing, l'équipe de trucs, les collaborateurs. Enfin, l'échantillon, j'ai dit. Ah, l'échantillon, un panel. OK. On sait tous que le collaborateur, il va avoir des attentes qui ne sont pas forcément en adéquation avec la direction. Bon. À quel moment on dit « Ok, ça je prends et ça je laisse » quoi. C'est là où on décide avec le DRH dans le déploiement de dire ça, c'est faisable. Et d'ailleurs, le DRH découvre souvent des choses sur les attentes de ses équipes. D'ailleurs. Tu m'étonnes. Hein. Non, mais... Par exemple, je ne m'attendais pas à ce que ce soit prioritaire pour eux. Et bien, on le met en place. C'est une question à rajouter dans une trame d'entretien. C'est un séquençage différent d'un processus. Ça ne change rien fondamentalement. C'est clair. Si on peut gagner un peu de bonheur sur les collaborateurs parce qu'il y a maintenant ça d'intégrer, c'est 3 fois rien. Quels sont les pièges auxquels toi tu fais gaffe quand tu implantes un SIRH dans une société où tu sais qu'il ne faut pas te louper parce que ça peut te revenir en boomerang? Un DRH qui a son propre cahier des charges, ou notre interlocuteur RH a son propre cahier des charges extrêmement rigoureux et dit voilà, le logiciel doit répondre à ça. Il n'y a rien de plus agaçant pour moi, je vais le dire comme ça, parce que je vais aller challenger son processus par défi, en disant mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez ça? À quoi ça va vous servir? Parce que l'idée, c'est encore une fois d'avoir quelqu'un qui en face de lui est trop sûr
de ces process et qui va dans le mur parce qu'il est dans la logique de je vais imposer un système RH et tout le monde va le suivre. Ça ne marche pas. Ça ne marche Ça pas. ne marche pas si on n'écoute pas le terrain. C'est pas possible. T'es obligé de faire avec. Obligatoirement. Ouais. Obligatoirement, c'est la théorie de l'engagement. À partir du moment où les gens ont participé au cahier des charges et ont quelques attentes qu'on écoute, ils vont adhérer. Ouais. Si on les a pris en compte, ils vont adhérer en disant ça c'est moi ça. Est-ce que tu n'as pas le refus et qu'on peut tous avoir? Et en fait, il est presque un peu compréhensible. Tu sais, quand il y a des nouveaux outils qui arrivent, tout ce qui est un peu nouveau fait un peu peur en général. Est-ce que tu n'as pas des refus juste pour ça? Te dire, oh là, ça va nous changer un peu nos trucs, nos méthodes, oh là là, trop compliqué. Donc du coup, psychologiquement, j'y vais pas. Ou en tout cas, j'adhère pas à 100%. Assez peu. Assez Assez peu. peu. De toute façon, quelqu'un qui ne veut pas conduire un entretien, je reprends toujours la logique des entretiens parce que ça parle à tout le monde, mais Ouais. conduire son entretien avec son collaborateur sur un outil digital, en général, c'est qu'il n'a pas envie de conduire l'entretien tout court. Voilà, ouais, bah ouais. C'est déjà la base, ça le saule, excusez-moi le Ah, terme, non, t'as raison, ça le saoule tout simplement de conduire un entretien. Il se dit, je suis manager, mais j'ai pas le temps de voir tout le monde une fois par an. Enfin bon, Ouais. donc en fait, on lui dit, ok, ça vous prend du temps. Très bien. Comment l'outil vous permet d'en gagner? Comment moi, si je développe le SIRH, je vais vous éviter à vous, manager, d'être complètement saturé par les entretiens que vous devez conduire. À partir du moment où on lui pose la question, Tu joues dans son camp. Alors, on en parlait tout à l'heure. Attention, ça va te plaire. Je sens que c'est un truc qui te plaît. Quelle est la part de conduite du changement dans tes missions quotidiennes? énorme. Bah ouais. Énorme. En fait, l'outil, c'est l'outil. En fait. Alors, j'ai une phrase qui disait toujours, on ne se réfugie jamais derrière un outil. Exactement. Il est super, on l'a très bien conçu, il est Quand tu appuies, ça génial. clignote, c'est formidable. C'est beau, il y a des couleurs partout, c'est génial. Ouais. Et on est fiers de notre outil. Mais il n'empêche que si je n'ai pas une structure qui, en face de moi, est prête à conduire le changement et à nous intégrer dedans, parce qu'encore une fois, je ne demande pas à mon client de gérer entièrement le changement. On va le co-conduire ensemble. Ok. C'est-à-dire que s'il me demande d'intervenir devant un groupe de managers pour les former à l'utilisation d'outils, je le ferai. Ouais. Je le ferai sans aucun problème. D'accord. Si j'ai besoin d'intervenir au comité de direction pour les convaincre éventuellement que c'est le bon outil, on ira. Ouais. Sans aucun problème. Donc en fait, moi, la conduite du changement, elle est partout. Et surtout, je souhaite, je pense qu'on a une vraie complicité avec nos clients, adhérer à cette conduite du changement, y participer. Ouais. Bah oui, en gardant la place qui est la mienne. Oui, mais tu as raison. Tu as tout intérêt à y être. Enfin, ou être à côté. Bien sûr. Très important. Et que le DRH s'appuie sur nous. L'idée, c'est de dire, quand il sent qu'il est à court d'arguments ou qu'il est éventuellement sur un sujet, peu importe, mais c'est pas grave, faites-nous intervenir. Tu disais tout à l'heure, tu vas jusqu'à améliorer ton outil pour qu'il colle à la réalité de ce qu'ils ont besoin. Petite question qui me vient comme ça. Lorsque tu as livré un outil à un client, est-ce qu'il peut encore évoluer avec le temps? Bien sûr. Ou est-ce que ce qui est acheté au début… Non, notre outil, en fait, on a 2 montées de version, donc 2 nouvelles versions par an, Ah oui, d'accord. avec des améliorations, D'accord. avec des adaptations aussi. On parlait de droit du travail et de réglementaire. Comme ça change assez souvent, il faut que l'outil s'y adapte, bien sûr. D'accord. Et puis, on crée, alors à peu près tous les 2 mois, pour donner ce qu'on appelle les clubs utilisateurs. Donc, on réunit quelques-uns de nos clients, une demi-douzaine, sur un sujet bien précis en disant on souhaite améliorer l'outil là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, trop bien. Et là, du coup, ils nous amènent énormément d'idées, C'est de la même matière, des idées qu'on n'avait pas eues, donc ça nous vexe, c'est- mais tant pis. Ouais, mais c'est Mais génial. ça arrive, ça arrive. Et en fait, nos clients, quand on livre la solution, ils nous disent « Génial, vous avez entendu ?» Bien sûr. Encore une fois, c'est eux qui nous donnent les idées. Nous, on en a de très bonnes. Oui, mais ils vivent le truc en direct. Mais bien sûr. Il n'y a pas meilleur prescripteur pour toi. Exactement. Qu'un RH qui vit le truc. Est-ce que tu as un exemple, alors bien sûr sans dire de nom, mais de boîte qui s'est gamellée dans cette transition-là, qui n'a pas réussi son pari? Oui. Notamment, alors, la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est le changement d'interlocuteur RH en cours de déploiement. Ouais. Donc, c'est-à-dire celui qui a acheté, et celui qui se retrouve avec raison, parce que ça arrive, c'est des événements de vie. Ouais. Et malheureusement, le nouveau arrivant, déjà, il doit reprendre l'historique, parce que quand on est en cours de déploiement, il faut savoir, mais pourquoi on a paramétré telle partie sur tel processus? Et là, en fait, c'est vrai qu'on a plusieurs difficultés qu'on rencontre dans le déploiement, ça arrive, c'est le changement d'interlocuteur et le manque de temps des interlocuteurs.
Ouais. Ils pensaient que le déploiement était facile à faire. Enfin, voilà, en une semaine, 15 jours, l'outil tournait, alors que forcément, comme ça interroge les processus, ça demande des réflexions, et bien qu'il n'ait pas suffisamment de temps à accorder. Pratico-pratique, ça, on va dire pour une boîte de 150 personnes, ça prend combien de temps à faire ce move? Ça dépend du périmètre Ouais, acheté ouais. dans l'outil, hein, mais en 5-6 mois, il n'y a pas de souci, on Ok, arrive d'accord, à mettre en œuvre si le périmètre n'est pas trop important, d'accord. enfin le nombre de fonctionnalités achetées, on va dire Ouais. plutôt là-dessus, en 5-6 mois. Par contre, pendant ces 5-6 mois, on a à peu près besoin dans le déploiement de l'outil d'un 0,5 ETP, équivalent temps plein, Ok, qui est dédié en interne au déploiement. j'ai compris. Si j'ai qu'un seul RH tout seul qui fait la paye en même temps, qui fait, enfin j'en passe et des meilleurs, donc dès qu'ils achètent l'outil, on les prévient tout de Il suite. faut qu'ils achètent l'outil et il faut qu'ils acceptent le temps que ça va prendre à le Bien déployer. sûr, bien sûr. Si tu ne fais qu'acheter, ça ne fonctionne pas. Ouais, je comprends. Non, non. Attention, on ouvre un chapitre très... Attention, je te le dis tout de suite, on s'embarque dans quelque chose, je ne sais pas si on va s'en sortir. J'ai l'habitude de dire, en fait, j'avais l'habitude de dire à mes interlocuteurs, comment tu vois le truc dans 10 ans? J'ai corrigé cette question parce qu'en fait, 10 ans en 2026, c'est quasiment impensable. Oui. On Ouais. va le réduire ce temps parce que avec tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous télescope et nous heurte, allez, les fonctions RH dans 2 ans déjà. Qu'est-ce qui va bouger profondément? Alors, il y a des souhaits. Il y a ce qui va bouger dans ce que je vois et il y a des souhaits. J'aimerais que ça bouge dans ce sens-là. J'aimerais que ça bouge, ouais, vas-y. Ça serait pas mal. Ouais. Voilà, je vais le faire comme ça. Des RH qui sont plus associés à la stratégie d'entreprise. Oui. De plus en plus, Ouais. je pense. J'ai bien dit que parfois, malheureusement, ce n'est pas le cas, Au bord. mais de plus en plus, voilà. Des RH à qui on va demander de ne plus être des opérationnels administratifs, mais être vraiment des acteurs de la stratégie. Ça, c'est un premier point. Ouais. Deuxième point, encore plus des garants du réglementaire. Ouais. En fait, on s'aperçoit quand on discute avec les DRH, c'est qu'en fait, ils sont omnubilés par le fait d'être dans les clous légalement sur plein ils ont de peur, sujets. hein. Mais oui, bien sûr. Comme tu le disais, Bien ça sûr. coûte cher si on se trompe. Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, vraiment, ils se disent tous les jours, peut-être certainement, de dire est-ce que j'ai bien tout géré? Est-ce que je suis dans les clous? Est-ce que je ne suis pas critiquable aussi vis-à-vis du droit du travail? Donc plus beaucoup de place disponible pour améliorer, innover. C'est juste déjà être dans les clous. Voilà, c'est être dans les clous et enfin, justement, trouver du ROI sur des tâches chronophages. Ouais. Et c'est là que la digitalisation, ils doivent maintenant, de toute façon, les DRH être aujourd'hui à la pointe, entre guillemets, de ce qui se fait, que ce soit encore une fois sur la paye, sur la gestion des temps, sur le pilotage des talents, comme on fait nous, tout simplement pour dire, si je veux avoir du temps pour faire de la stratégie, pour monter d'un cran, eh bien, les tâches dites administratives, il faut que je mette en place quelque chose qui a du ROI, tout simplement. IA, gros mot, pas gros mot? Non, on doit faire avec. On doit faire avec, ok. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter selon toi? En tout cas, dans tes métiers, qu'est-ce qu'elle va réellement apporter? Et ce à quoi il faut être vraiment vigilant? Je vais prendre un cas précis, si tu me le permets. Vas-y, je t'en prie. Un cas précis. Tu es un DRH, tu as 100 salariés. Ces 100 salariés passent tous un entretien. Oui. D'accord? Chaque année, dans cet entretien, il y a 4 pages d'entretien. Et dans ces pages, il y a des zones texte libre. Crois-tu un seul instant que le DRH va lire 100 entretiens multiplié par à peu près 10 zones texte? Ouais, jamais de la vie. Jamais. L'IA, aujourd'hui, permet de dire, synthétiser. je mets tous ces entretiens dans la bécane et je vais générer en fait des Je t'en synthèses sors l'essence. Ok. et notamment repérer des mots-clés, ou ce que j'appelle les mots barbelés, de dire si par exemple le mot, je me permets de dire, Vas-y, c'est un vas-y. mot harcèlement, Ouais. et noté dans un entretien, Tellement. il y a une alerte qui remonte, l'IA est capable de se mettre à la place du DRH, de tout lire et de dire attention, Warning ici. warning sur tel point, ou voilà l'analyse de sentiments, voilà ce qui ressort de votre enquête climat social. Ça, c'est du vrai gain de temps. Absolument. Voilà. Donc l'IA, sur ce côté-là, elle est ultra positive. Ouais. Donc traitement des données en masse, notamment, faire le lien entre des compétences et des formations et des catalogues, des choses comme ça. Je trouve que l'IA permet de gagner du temps. Comme tu le disais tout à l'heure également, se souvenir qu'il avait dit ça il y a 5 ans et peut-être ressortir dans un... Et même le côté prédictif des choses. Alors, on est sur l'IA prédictive. Ouais. Là, on est plutôt sur l'IA générative, en fait, à la base. L'IA prédictive, là, par contre, c'est là où Attention. je mets un tout petit peu de bémol en disant c'est pas parce qu'on a eu quelques éléments qui apparaissent lors d'une campagne d'entretien que tout de suite, on peut en déduire les départs potentiels. Enfin, il faut arrêter. Là aussi, il y a une sorte de mythe. Oui, il y a de l'humain derrière tout ça. Voilà. On ne va pas remplacer le DRH et sa vision de l'entreprise et son plan d'action et son expérience.
À aucun moment. D'accord. Hein. Donc, l'IA permet de gagner du temps en traitement d'informations et en synthèse, c'est sûr. Sur le prédictif, Attention. voilà, pour l'instant, allons-y doucement. On garde cette fonction RH et on va s'adresser aux plus jeunes qui nous regardent et qui veulent peut-être embrasser cette carrière de RH et DRH. Selon toi, qui a un peu de hauteur là-dessus, quelles compétences, soft skills importantes, maintenant qu'on sait qu'il y a à côté là ces outils numériques et cette IA, quelles compétences indispensables ils doivent développer selon toi? Question pas facile et large. Parce non, que bien sûr. le cahier des charges devient lourd, hein, et très important. Ouais. Ce sont d'ardents négociateurs. Aujourd'hui, le DRH, en fait, il a une capacité d'anticipation et de négociation à tous les niveaux, avec un salarié, avec un CSE, hein, pourquoi pas, avec ses syndicats, avec son board aussi. En fait, il est constamment dans une logique déjà, une capacité relationnelle et de négociation permanente. Donc, et c'est un vrai soft skill. Il est une pierre angulaire, effectivement. Oui. Et en fait, il est toujours en train d'essayer d'avoir cet équilibre savant entre, on revient toujours, le droit, et puis l'humain qu'il a en face et qu'il doit accompagner. Donc, ça, c'est incontournable. Et puis, bien sûr, un stratège. Maintenant, la stratégie, un plan directeur des ressources humaines, enfin quelque chose de pensé et de réfléchi, eh bien là, c'est une vraie compétence qu'on doit développer sur des licences, des masters, enfin peu importe les niveaux après. Et puis, après, en général, ce sont des gens plutôt curieux. Donc ça, la curiosité, ils l'ont. En fait, il faut sortir du pur DRH administratif qu'on a connu il y a 20 ans. Ça ne marche plus. À l'ancienne, Ça ne marche plus. Enfin, c'est plus du tout ce qu'on attend aujourd'hui. Encore une fois, plein de chefs d'entreprise qui nous regardent. Quel conseil tu donnerais à ceux qui hésitent, à celles et ceux qui hésitent encore à digitaliser ce truc-là? Si tu avais 3 mots à leur passer, leur dire, voilà, n'hésitez pas. On peut comprendre que vous ayez peur de ça, mais on a pensé à ça. C'est pas un effet de mode. Donc, il faut être capable de rédiger. Je reviens sur le mot cahier des charges dont je parlais tout à l'heure. Établir son cahier des charges. Donc voilà, je veux un ROI sur tel processus, ou je veux optimiser tel accompagnement au niveau de mes collaborateurs. Donc, il faut définir son besoin. Aujourd'hui, on rencontre encore trop d'entreprises qui disent « Oui, je vais digitaliser. Sur quoi? Quelles sont les priorités? Mais quelles sont vos attentes ?» Je ne sais pas, je fais la tournée des SIRH du marché et je verrai bien. Il faut faire attention parce qu'en fait, ces gens-là tombent dans la démo et on est tous très bons pour faire une démo d'autres outils. Ça marche toujours super. C'est génial, on a les c'est bons très mots, beau. le truc tombe pile au bon moment. Exactement. Parfait. Sauf que derrière les process très généraux qu'on monte dans une démonstration, en fait, il y a beaucoup de choses beaucoup plus spécifiques dans les attentes de nos clients. Ils sont tous singuliers, forcément. Donc, prenez le temps de définir votre cahier des charges. Et si au vu de cahier des charges, la liste des ROI que vous envisagez tient la route, après, vous pourrez mettre un budget d'achat en place sans aucun problème. Mais cahier des charges pour démarrer. Je comprends, pas de problème. On arrive bientôt au terme de cet entretien. J'ai peut-être manqué à mon devoir, et peut-être que mes confrères journalistes... Quelle est la question qu'on ne te pose jamais et que tu aimerais bien qu'on te pose? Si je me place d'un point de vue professionnel dans notre métier, est-ce que une question qu'on pourrait me poser ouvertement et qu'on ne fait jamais, c'est est-ce que je suis, et ça rebondit, est-ce que je suis prêt aujourd'hui, réellement, Monsieur Clerc, est-ce que vous sentez dans notre discours, dans notre discussion qu'on a eue ensemble, est-ce que vous m'estimez prêt à me lancer dans un projet de déploiement? Jamais cette question-là ne viendra, je crois, aujourd'hui, au cours d'une interaction. Est-ce que mais on va te la poser maintenant, tu vas voir. Dans ton métier de tous les jours, le mot que j'ai écrit sur ma fiche, c'est émouvoir. Qu'est-ce qui t'émeut encore ou qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce qui t'exalte, qu'est-ce qui te file la pêche? Ce qui m'excite, ce qui m'émeut, c'est en fait d'avoir la chance de faire un métier où on croise des environnements totalement différents. Génial. Entre déployer notre outil dans une clinique, dans un centre qui accueille et accompagne des personnes handicapées. Et à l'autre côté, un plasturgiste, qui fait des jouets, éventuellement, L'éventail. C'est hyper passionnant. Oh, tu m'étonnes. À partir du moment où on est dans l'écoute et qu'on s'intéresse, c'est génial. C'est juste passionnant. Et après, l'outil, c'est l'outil. On mettra ce qu'on veut. Mais c'est juste génial. La richesse de tes contacts autour de ce métier-là. C'est juste génial. Que ce soit en France, que ce soit en Afrique ou en Tunisie ou au Maroc, que ce soit les clients là-bas, c'est aussi culturel. Donc, c'est des contextes différents, c'est des habitudes,
Et ça, et de dire comment notre outil, parmi ces 100, 120, 150 clients, notre outil, il fait la maille, il est réussi à être déployé. Et surtout, mais surtout, les personnes en sont super contentes. Je ne parle pas que des DRH. Donc, tu es heureux au travail. Ah oui, passionné. Là, ça y est, on touche au but. Il me reste une seule. Et tu sais, cette question est importante parce que c'est un vrai pouvoir magique. En informatique, on a ces deux doigts qui font souvent CTRL Z. Ce CTRL Z, il te permet de revenir là où tu étais. Maintenant que tu connais la suite de l'histoire, de ta carrière, de tout ça, et de ta vie, si je te donnais ce pouvoir de faire un CTRL Z sur ta vie et de revenir à un moment précis, et peut-être de modifier, de fléchir légèrement et de recommencer un truc, tu irais à quel endroit, toi? Ta question, je vais essayer de paraître intelligent 2 secondes. Ça me rappelle un des accords Toltec, qui de toute façon avec des si. Au moment clé, tu as fait de ton mieux avec les informations que tu avais. Ouais. Donc j'ai tendance à dire, je ne ferai rien. Enfin, je n'aurai un CTRL Z sur rien. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, me dire, à l'âge qu'on a, pour reprendre, de faire quelque chose qui nous passionne, qu'on n'aurait jamais, peut-être il y a 30 ans, imaginé faire. C'est vrai. D'ailleurs, C'est c'est déjà cool. bien. C'est cool. C'est déjà pas mal. Cool. C'est Donc, cool. Eh ben, je te propose qu'on se termine sur cette bonne note. C'est cool. Merci Loïc. c'était un plaisir. On en sait maintenant plus. On va vous mettre autour de cette vidéo toutes les informations sur HR Maps. Comme ça, vous pouvez les appeler, vous pouvez demander, vous pouvez vous renseigner et ils pourront peut-être avoir des solutions. On l'a compris. Hein. Donc, à partir d'une centaine d'employés, ça marche. Nous, on se retrouve vite pour une nouvelle émission de Dixit. D'ici là, tâchez d'être heureux comme nous. Et puis le reste, ça suit toujours. Bye bye.